On va peut-être donner la parole à Monsieur Pouet. Donc, je vois que Monsieur Pouet est là. Donc, Monsieur Pouet, vous avez la parole. Vous Ok, pouvez partager votre écran. alors je vais partager mon petit écran. Donc je voulais vous remercier de votre invitation, m'excuser auprès des orateurs précédents qui ont eu un petit peu moins de temps que moi. Vous m'avez donné beaucoup de temps, j'en suis très content. Alors j'étais assez content d'écouter les orateurs précédents parce que je me suis quand même beaucoup retrouvé dans mes questionnements, dans mes interrogations, dans ce que vous avez dit. Et puis, souvent, dans les colloques comme ça, on n'est pas forcément en lien avant, ce qui était le cas. Finalement, on a tous bossé dans notre coin et je pense qu'on devrait s'y retrouver à la fin. Le parcours du combattant, donc un vieux discours, alors beaucoup plus récent, il y a peut-être 2-3 ans, une enseignante qui dit « Je sais ce que je devrais faire, mais je ne ferai rien si je n'ai pas de diagnostic ». Et ça, c'est le genre de choses qui m'interpelle quand même. Est-ce qu'on doit aider un aveugle à traverser dans la rue si et seulement si il vous montre un certificat médical de son ophtalmo qui certifie qu'il est bien aveugle? Vous voyez, c'est un peu la question. Et donc, en fait, ça pose une première question, une première problématique entre le diagnostic et la situation de handicap. Vous allez voir que je vais beaucoup reprendre ce qu'ont dit les gens, ce qui va me permettre d'aller plus vite d'ailleurs, mais je n'ai pas beaucoup entendu parler de la situation de handicap. Je pense que c'est à partir de ça qu'on peut dénouer pas mal de situations. Et donc, en fait, poser la question en termes de situation de handicap plutôt qu'en termes de diagnostic, ça fait un peu poser la question des responsabilités et des moyens d'action de chacun. Et vous verrez à la fin que je rends beaucoup aux enseignants la capacité de mettre en place des choses et de faire des choses. Moi qui suis retraité et puis formateur, la grande partie de une grande majorité de mes formations, c'est auprès des enseignants et je trouve qu'on s'entend bien à la fin d'une formation par rapport à ça. Donc, je vais un petit peu reprendre les thèmes qui ont été abordés avant. Donc, 3 niveaux d'expertise, les troubles neurodéveloppementaux, les plateformes de coordination et d'orientation. Moi, j'ai eu la chance de travailler dès 2009 à Delta 16 dans la Charente et je crois qu'on faisait exactement le boulot qui est demandé au PCO, donc je pense que c'est faisable. La nécessité d'une classification, on va y revenir tout ça. Mais en fait, derrière ces niveaux d'expertise, le gouvernement finalement a fait une feuille de route par rapport aux structures qui pourraient se créer, par rapport à ces niveaux, mais on ne parle jamais finalement de comment les gens peuvent réfléchir à l'évaluation et à la prise en charge, quels sont les fondements théoriques qui sous-tendent une action qui permet d'aider les gens. C'est ça dont je vais vous présenter aujourd'hui. Pareil, les différents protocoles, vous les avez vus. Le PAP, c'est ce que j'appelle un constat amiable. Tous les outils sont bons à partir du moment où il y a un constat d'une situation de handicap, qu'on s'entend et puis qu'on décide de travailler ensemble. Donc, les outils, ils vous ont été présentés, il n'y a rien de mal à ça. Mais comment on fait pour travailler ensemble une fois qu'on a les outils en main? Et puis les outils, là, ce qui est venu en dernier, et ce que je dis, ce qui vient en dernier, mais je crois que quelque part en filigrane, la personne l'a très bien dit, les outils, ce n'est pas du tout le problème, c'est quel outil a besoin un enfant. Et donc pour tout ça, vraiment ce que les gens vous ont présenté, c'est absolument indispensable à connaître, mais quand on sait ça, on n'a pas avancé d'un pouce. Et c'est ce qui fait qu'on fait des colloques depuis 10 ans, depuis 20 ans, et que les situations sont quand même extrêmement compliquées, qu'il y a une médicalisation très importante, ça a été dit, il y a un engorgement des structures, alors que 80% des enfants qu'on voit, ils pourraient être aidés par l'éducation nationale s'il y avait une démarche. Et cette démarche, c'est mesurer les enjeux pour chaque situation de 10, pour chaque trouble neurodéveloppemental, partager des informations et aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, c'est le thème finalement d'un petit livre que le Covid m'a permis de faire, où j'ai essayé de synthétiser au maximum par rapport à chaque situation de 10, quelles sont les questions à se poser et comment on peut éviter
de s'éparpiller et de donner aux enseignants des listings de préconisations à n'en pas finir, avec 20, 30, 50 tirés que personne ne va lire. Qu'est-ce qui est important pour chaque situation? Donc ça, on verra ça à la fin. Alors, les outils, ils existent. J'ai choisi aussi de vous montrer un certain nombre d'ouvrages. Il y en a qui vont se reconnaître d'ailleurs là-dedans. Arnaud, Élodie. Géraldine Lotti et Michel Mazon ont écrit un petit bouquin sur les outils qui est très bien fait. Donc, les outils, vous pouvez trouver des références pour vous aider. Si j'ai choisi aussi quelques bouquins, c'est que c'est la même chose. Au niveau des bouquins, il y a des centaines de bouquins sur la dyslexie. Lequel choisir? C'est un petit... Arrêtons de nous éparpiller. Bref. Alors aussi, je commence toujours comme ça. L'idée pour moi, c'est pas du tout de révolutionner vos croyances, vos références théoriques et de vouloir vous transformer. L'idée, vous voyez, dans cette marque FedEx, il y a une petite flèche. Hein, vous voyez la petite flèche là, avec ma souris, je vous montre la petite flèche. Il y a une enseignante qui m'a dit il y a une petite cuillère aussi. Ici. Bon, oublions la petite cuillère, il y a la petite flèche. Donc l'idée, quand je fais des formations, c'est qu'il en reste quelque chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu la petite flèche de FedEx, vous ne pouvez pas l'oublier. Donc mon souhait, c'est que dans 1h15, eh ben, il vous reste quelques trucs de ce que je vais vous raconter. Donc la démarche, les enjeux, se poser les bonnes questions au bon moment. Voilà, c'est un petit peu ça le thème de mon intervention cet après-midi. Alors, il y a effectivement, comme Arnaud l'a déjà montré, une référence américaine, qui est un peu la seule d'ailleurs, avec une autre référence qui est de l'OMS, sur laquelle l'État s'est appuyé parce qu'aujourd'hui, quand on fait des recommandations à la Haute Autorité de Santé, il faut avoir une référence théorique et comme il n'y en a pas beaucoup, on a pris celle-ci. Alors, le DSM apporte des choses extrêmement importantes, mais il y a aussi des trucs qu'il n'apporte pas et j'essaierai de vous expliquer ce qu'il n'apporte pas, que vous puissiez bien le comprendre, ça. Et ce qu'il n'aborde pas, c'est les liens de cause à effet. C'est les liens de cause à effet entre les troubles cognitifs, dans le cadre des TND, dans le cadre des 10, et puis les conséquences dans la vie de tous les jours, et a fortiori en classe quand on est un petit élève de 4 ans à 16 ans, même à 30 ans, l'école, ça prend pas mal de place pour tout chacun d'entre nous. Donc les TND, c'est apparu en 2015. Et l'idée, c'est qu'il y avait 6 grands domaines qui étaient repérables plus ou moins précocement. L'autisme, ça se repère plus rapidement que la dyslexie, ça c'est sûr. Et ces domaines vont montrer des déviances, c'est-à-dire qu'au sens premier du terme déviance, l'enfant va dévier dans son développement par rapport au développement habituel. Dans l'autisme, dans ses interactions sociales, dans la dyslexie, dans ses capacités à identifier les mots. Et donc, ces 6 domaines sont présentés par le DSM et ça fait quelque part un petit peu autorité. Et vous les voyez là, sur cette diapositive. J'y reviens pas, Arnaud vous les a montrés. Moi, ce que je vous montre, c'est que les 10 sont un petit peu éparpillés là-dedans et que les troubles des apprentissages, ils sont noyés au sein d'autres troubles et que ces troubles ne sont pas de même nature, n'ont pas la même importance. Donc, en fait, ce qui est très important dans ce DSM, on va commencer par ça, ce pourquoi on pourrait s'entendre, ce qui pourrait nous unir, qu'on soit pédopsychiatre ou qu'on soit neuropédiatre, qu'on soit dans un service de soins, qu'on soit dans un centre référent ou qu'on soit en cabinet, il y a des critères communs à tous les TND, ce qui veut dire encore une fois qu'entre un enfant qui présente de l'autisme et un enfant qui présente une dyslexie, il y a des critères communs. Dans ces critères communs, qui sont au nombre de 3, si on veut un peu résumer la situation, ça apparaît précocement et ce n'est pas mieux expliqué par. Alors ça, c'est un peu une lapalissade, c'est-à-dire qu'on dit que comme c'est du neurodéveloppement, ben ça arrive pendant le développement et que si c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est effectivement le développement, l'atypie de développement de l'enfant qui va expliquer le mieux ce pourquoi il consulte, ce qu'il présente, ses difficultés, ses troubles. Mais et c'est ça qui est important, et c'est ça que je n'ai pas entendu depuis le début, et c'est mon combat, c'est que quand on affirme un 10, quand on affirme un trouble du neurodéveloppement, on doit montrer que le trouble est grave et durable, d'ailleurs malgré les aides, et qu'il interfère gravement. C'est l'avantage de la langue anglaise, en 2 mots, on dit quelque chose de tout à fait fondamental.
ça interfère gravement dans la vie des individus. Ça interfère dans l'économie du sujet et son entourage. Alors, interfère gravement, quand on le traduit en français, ça donne situation de handicap. Le problème qu'on a avec la situation de handicap, moi qui suis médecin de rééducation et qui me suis occupé d'enfants handicapés moteurs, c'est qu'on voit le handicap comme le panneau bleu avec un fauteuil roulant blanc dessus, c'est-à-dire que le handicap, c'est le fauteuil. Alors qu'en fait, pas du tout. Le handicap, c'est une limitation d'activité qui entraîne une restriction de participation. Donc, on va prendre un exemple, on va prendre l'exemple de la dyslexie, ça va faire plaisir à un AP10. Quand vous avez un trouble au sein des fonctions linguistiques, quand vous avez un trouble de gestion des sons, de maîtrise des sons, de compréhension et de jouer avec les sons, on a un trouble métaphonologique qui entraîne une difficulté dans un premier temps à identifier les mots et puis dans un deuxième temps plutôt à comprendre ce qu'on lit parce que cette limitation d'activité, elle est grave et durable. Donc, si on est en classe et que l'enseignant donne un texte écrit, une consigne écrite, s'il donne des consignes à travers un écrit, si l'enfant ne comprend pas ce qu'il lit, il ne peut pas agir, interagir, participer. Il ne peut pas participer à la vie de la classe si l'heure qui suit est liée à la compréhension de la consigne écrite. C'est une situation de handicap. Il y a une limitation d'activité lecture qui entraîne une restriction de participation à la classe quand il faut lire. Le pendant de la dyslexie, c'est la dysorthographie, qui est un très mauvais terme. Ça veut dire en fait plutôt une difficulté d'expression écrite, une difficulté pour rendre à travers un écrit le résultat de son raisonnement, de l'apprentissage d'une leçon, etc. Les causes primaires dans le cerveau métaphonologique entraînent un trouble de la production d'écrit. L'enfant a énormément de mal à orthographier. Éventuellement, il n'est pas très lisible. Il est souvent trop lent. Donc, quand il doit retranscrire à travers un écrit son raisonnement et ses connaissances, il y a une restriction de participation qui est liée à sa limitation d'activité qu'on appelle dyslexie dysorthographie. C'est donc une situation de handicap. Lorsque vous avez à lire et que vous êtes gravement dyslexique dysorthographique, quand vous avez à faire une production d'écrit et que vous êtes gravement dyslexique dysorthographique, vous êtes en situation de handicap parce que vous avez une situation de restriction de participation. Et ça, c'est visible par tout le monde, pas que par l'orthophoniste, c'est visible par les parents, c'est visible par les enseignants, et c'est tout à fait fondamental. Or, c'est très régulièrement oublié. Lorsqu'on fait un apprentissage, quel qu'il soit, qu'on apprenne à jouer du violoncelle, à faire un carreau à la pétanque, quand on apprend à lire, notre cerveau est capable de se reconfigurer, il est capable de faire des nouveaux réseaux de neurones et au bout d'un certain temps d'apprentissage, il y a une automatisation de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il se crée dans notre cerveau des autoroutes, comme par exemple dans l'apprentissage de la lecture, il va y avoir une autoroute entre les aires visuelles qui vont voir les lettres ou les groupes de lettres et qui vont les associer aux sons qui vont avec et qui vont les associer au sens des mots. Vous voyez, cette autoroute dans le cerveau se crée progressivement au cours de l'apprentissage de la lecture, mais quand l'apprentissage de la lecture est automatisé, c'est des véritables autoroutes qu'on a dans notre cerveau et pour les dyslexiques, ça va rester des routes départementales et jamais être vraiment des autoroutes. Alors, les apprentissages scolaires ou autres, j'ai pris l'exemple des lacets parce qu'on se souvient tous, quand on était petit, à quel point c'était compliqué de faire les lacets. Il y en a qui arrivent en 2 jours et puis il y en a qui mettent 2 mois. Mais au bout d'un certain temps, on peut même faire ses lacets les yeux fermés comme Austin parce que c'est devenu automatisé. Et donc, en fait, ça c'est tout à fait fondamental parce que les apprentissages fondamentaux, la maîtrise du langage oral, la maîtrise du langage écrit, la maîtrise des gestes de l'école, en particulier le geste d'écriture, la maîtrise des habiletés arithmétiques élémentaires, ça doit s'automatiser progressivement pour que l'élève puisse aborder le cycle 3, surtout le collège, si vous voulez, avec des outils de base qui sont suffisamment automatisés. Lire n'apprend rien en soi. Savoir poser des opérations n'apprend rien en soi. C'est des outils scolaires
qui sont au service de la scolarité et qui permettent de libérer de l'énergie cognitive, qui permet de libérer de l'attention pour que l'élève, à ce moment-là, puisse se concentrer sur ce qui est important, les concepts, les leçons, l'abstraction. Il peut, si vous voulez, aborder des notions de plus en plus ardues, à un rythme de plus en plus effréné, parce que ce qui s'apprend en cycle 2, c'est progressivement automatisé en cycle 3. Cette idée aussi des troubles neurodéveloppementaux, j'y reviens, c'est très important parce que c'est un petit changement conceptuel, mais qui pourrait avoir certaines conséquences. Par exemple, dans le DSM-4, le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'était un comportement perturbateur de l'enfant. Dans le DSM-5, c'est un trouble neurodéveloppemental. Un trouble neurodéveloppemental qui va avoir des compétences transversales. J'ai beaucoup entendu tout à l'heure parler de multidis. Il faut bien savoir que les enfants qui ont un TDAH ont des conséquences dans tous les domaines et sont souvent pas du tout multidis, mais ont des conséquences du TDAH un petit peu dans tout. Et ce qui est important, c'est qu'il y aurait peut-être un changement de regard. C'est-à-dire que cet enfant n'est plus un enfant qui nous gâche la vie avec son comportement, c'est un enfant qui est victime de son trouble neurodéveloppemental. Donc ça devrait aussi permettre, de cette évolution conceptuelle actuelle, de peut-être changer le regard sur ces enfants. D'ailleurs, les TDAH, j'ai vu un jour dans une revue, on les appelait les enfants intéressants. C'était intéressant, mais ils ne sont pas intéressants. Ils sont comme ça, parce qu'ils ont un trouble neurodéveloppemental. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans le DSM pour conclure là-dessus? C'est que les TND peuvent s'associer. Avant, on était soit TDAH, soit TSA, trouble du spectre de l'autisme. Maintenant, on peut être les deux, ce qui tombe bien, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis surtout, c'est que à chaque fois qu'il va y avoir plusieurs symptômes, plusieurs troubles, plusieurs difficultés sévères, graves, durables, eh bien, on va toujours s'interroger de savoir si c'est interdépendant ou si c'est juxtaposé. On vient de prendre l'exemple du le TDAH. Le TDAH a plein de conséquences dans plein de domaines, dans pratiquement tous les secteurs de la scolarité. C'est interdépendant. Ce n'est pas un multidis. Quand c'est juxtaposé, c'est vraiment un multidis. Donc, je suis d'accord avec Arnaud sur cette idée que les multidis, c'est quand même quelque chose à manier avec précaution. Alors, ce n'est pas non plus des formes forcément complexes. Hein. J'ai entendu des gens dire les troubles neurodéveloppementaux, c'est un parangon de complexité. Tu l'as dit et je suis complètement d'accord là-dessus. Il y a des enfants qui sont simplement dyslexiques ou simplement dyspraxiques et qui n'ont pas de problématiques complexes. Voilà. Enfin, pour conclure sur le DSM dit aussi qu'il y a des formes sévères et des formes légères. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est une forme légère d'un trouble sévère. Faut m'expliquer. Donc, moi, je dis il y a des formes sévères et il y a des formes moins sévères. Et c'est là-dessus que je vais me baser un petit peu tout à l'heure pour vous exposer un petit peu comment on pourrait réfléchir à un canevas pour penser les enjeux pour tous les 10. Donc, en résumé, les 10 font partie des troubles neurodéveloppementaux, mais le DSM, il confond les causes et les conséquences. Qu'est-ce qui est trouble scolaire, conséquence, et qu'est-ce qui est trouble cognitif, cause. Voilà. Il y a des outils cognitifs, l'attention, la mémoire de travail. Il y a des outils scolaires, la lecture, le calcul. La situation de handicap, elle est inhérente au statut de trouble neurodéveloppemental et elle doit être explicitement évoquée. On ne le fait pas suffisamment. Donc, on va essayer d'aborder les conséquences de tout ça, comment on peut faire, comment on peut aider. Et puis moi, j'ai envie de parler avec vous de la marge de manœuvre des enseignants. C'est fini là, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans un petit bouquin qui est sorti au mois de novembre. Et merci le Covid, ça m'a permis de le finir. Il faut bien avoir un petit côté positif au Covid quand même. Voilà. Alors, pour expliquer un petit peu ça, on va repartir des mots en 10. Les mots en 10, ils ne sont pas équivalents. Il y a ceux qu'on connaît le mieux, c'est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie. Et ça fait vraiment référence aux troubles des apprentissages scolaires. Vous voyez qu'il y a les fonctions cognitives, voilà, et puis ça, c'est les apprentissages, le cycle 2, les apprentissages fondamentaux. Et donc, ces mots en 10 ne sont pas des diagnostics, ce sont des constatations d'une situation de handicap. L'enfant lit mal, l'enfant lit peu, l'enfant lit pas du tout. Voilà. Mais ça devient un diagnostic quand on met un deuxième mot, et on le fait très souvent, qui vient parler de la cause de la dyslexie. On va parler de dyslexie phonologique, de dyslexie visuelle. On pourrait aussi parler de dyslexie dysexécutive ou de dyslexie de mémoire de travail. Voilà.
Ça, c'est les mots de l'école et simplement les mots de l'école. Les mots MOT et MAUX si vous voulez. Et puis, il y a d'autres mots en 10. Quand ça parle du langage, quand ça parle du geste, ça va devenir dysphasie, ça va devenir dyspraxie. Et là, ça parle aussi de fonctions qui se développent, mais qui se développent partout dans le monde de la même façon, quel que soit le mode d'élevage des enfants, qu'ils soient dans un youpala ou dans le dos de leur maman, vers 12-14 mois, ils se mettent à marcher. Et puis, quelle que soit la langue du pays, vers 18 mois, les enfants comprennent très bien la langue, et vers 20 mois, 24 mois, ils se mettent à causer comme c'est pas possible. Et donc, si vous voulez, c'est des fonctions cognitives, ça. C'est des outils très utilisés à l'école, mais qui n'ont rien à voir avec des outils d'apparition secondaire et qui sont absolument pas universels, qui sont très culturellement dépendants. On ne pose pas les opérations de la même façon en France et puis dans d'autres pays. Et donc, ces troubles-là, qui intéressent des fonctions cognitives, qui sont quand même des mots en 10, ils vont avoir des conséquences dans certains apprentissages. Bon, ben, le langage, quand il faut s'exprimer en langage oral à l'école, les gestes, quand il faut tailler son crayon, quand il faut gommer, quand il faut enlever son manteau, quand il faut lasser ses chaussures, quand il faut écrire. Voilà. Et puis, il y a encore d'autres mots en 10 qui peuvent être dits en 10, un syndrome dysattentionnel, les dysomnésies dont on commence à parler. Ça intéresse d'autres fonctions cognitives, mais qui ont le désavantage d'avoir des conséquences non pas ciblées, mais des conséquences pratiquement dans tous les domaines. Le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention, quand vous avez un trouble de l'attention, vous l'avez en français, vous l'avez en maths, vous l'avez en histoire, vous l'avez à la récréation, vous l'avez à la halte garderie, vous l'avez à la cantine, vous l'avez en sport, vous l'avez chez papy-mamie, et vous l'avez quand vous partez en vacances en voiture. Donc, vous voyez, il y a une différence, si vous voulez, de spectre, de conséquences selon les fonctions cognitives. Donc, ces mots en 10, dysphasie, on dit maintenant trouble du langage, trouble du développement du langage oral, les dyspraxies, on dit trouble du développement des coordinations, le TDAH, qu'on peut nommer syndrome dysattentionnel et dysexécutif, les troubles de la mémoire, qui sont les grands absents du DSM, les dysomnésies, sont des diagnostics de troubles cognitifs, sont des atypies cognitives, des troubles du développement cognitif, et ils sont responsables soit de situations de handicap en soi, le trouble déficitaire du langage, ou en cascade, quand on a un trouble déficitaire du langage oral, surtout quand on a un gros trouble phonologique, eh ben, ça va se retrouver dans le langage écrit. Il va y avoir une dyslexie dysorthographique qui n'est pas du tout une multidysque, qui est la conséquence logique en langage écrit du trouble en langage oral. Donc, attention à ces multidysques. Je reviens au TDAH, dont je vous ai beaucoup entendu en parler. Dans le TDAH, il y a des conséquences dans l'acte de parler. Ils parlent d'une drôle de façon, les TDAH. Ils ont des diffluences. Par exemple, dans l'acte de lire, l'enfant il lit correctement, mais il pense à autre chose. Dans l'acte de poser une opération, il commence avec l'addition, puis il passe à la multiplication. Dans l'acte d'écrire à la main, beaucoup d'enfants TDAH ont une dysgraphie et sont pris pour des dyspraxiques. Dans l'acte de produire des écrits, il faut quand même rester sur le fil de sa pensée, et c'est un peu le problème des TDAH, c'est qu'ils zappent tout le temps, ils ne sont pas sur le fil de leur pensée, de leur développement. Ça va même éventuellement impacter l'acte de penser, l'acte de raisonner. Voilà, donc attention aux multidysques. Donc si on se résume, parmi les troubles neurodéveloppementaux ici, il y a des troubles globaux comme le handicap intellectuel, en France on dit surtout déficience intellectuelle, qui est plutôt un trouble global des apprentissages. Les enfants qui vont rencontrer un palier et qui souvent vont faire des études courtes et peuvent se retrouver parfaitement heureux s'ils trouvent quelque chose qui est adapté à leurs capacités, à leur goût, à leurs envies, etc. Si vous voulez, la déficience intellectuelle, ça donne plutôt une dyscolarité, comme dirait Michel Mazot. Il y a des dys qui ont des conséquences transversales. On a déjà pris l'exemple de l'attention, mais la mémoire, c'est la même chose. Quand vous avez un trouble de la mémoire à tous les temps et à tous les modes, ça impacte tous vos apprentissages. Donc, vous voyez, l'ensemble des apprentissages est concerné, mais avec une coloration particulière. L'enfant TDAH et l'enfant dysomnésique, ils ne se présentent pas du tout de la même façon. Et puis enfin, il y a des enfants qui ont des conséquences plutôt ciblées. Quand on a un déficit métaphonologique, on a une dyslexie phonologique.
la conséquence, elle est donc ciblée quand on a à lire, et à l'école, comme dans le monde du travail, surtout si dans le monde du travail, on vous demande de lire de l'anglais, ça peut être un handicap tout à fait sévère, même si la conséquence est très ciblée. Alors, j'ai été un petit peu vite parce que tout ça, ça a été dit un petit peu par Arnaud et qu'il faut bien avancer un petit peu quand même. Donc, si on se résume un petit peu, si on avance un petit peu dans notre raisonnement, la persistance de la situation de handicap, donc je répète, la situation de handicap, c'est une restriction de participation en classe qui est liée à une limitation d'activité, elle-même liée donc à ce trouble neurodéveloppemental, à ce déficit cognitif. Ça va se traduire par une situation de double tâche, on va y venir. Utiliser les outils scolaires habituels n'est pas possible, ou trop lent, ou trop coûteux, ou consomme trop d'énergie, et donc ça va se faire aux dépens de ce qu'on dit à l'éducation nationale, le cœur de cible, c'est-à-dire les apprentissages, la progression scolaire. On a déjà vu ça tout à l'heure. Et donc, l'idée, si vous voulez, et la dame qui a parlé des outils a bien parlé de la compensation, on va y revenir, l'idée, c'est que la rééducation, qui amène toujours des progrès, il n'y a que les gens qui ont une maladie neurologique évolutive qui régressent, tout le monde progresse. La rééducation devrait amener l'élève à une certaine automatisation, comme Austin, comme dans le film, à une certaine maîtrise des outils scolaires, des outils utilisés par monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que l'idée, quand on fait de la rééducation, c'est qu'à un moment donné, en lecture, en pose des opérations, ça dépote, quoi. On va essayer de garder ça en tête. Le problème qu'on a, c'est que tous les apprentissages sont multitâches. On va prendre un exemple. Alors surtout chez l'apprenant, mais évidemment l'apprenant il est en train d'apprendre, donc c'est pas automatisé, ça c'est sûr. Ça va devenir automatisé, ça devrait s'automatiser. Si on prend la production d'écrit, bon, il faut déjà que l'enfant comprenne qu'on lui demande de faire une production d'écrit. Il doit traduire à l'écrit son raisonnement, l'apprentissage de la leçon, il doit ressortir la leçon. Bon, voilà. Souvent, il faut quand même raisonner. Si c'est une tâche de résolution de problème, il y a quand même un minimum de raisonnement à mettre en place pour arriver au bout de la tâche. Donc, on va penser en langage de l'enfant avant d'écrire. Dans sa tête, il y a des choses qui arrivent et ça se traduit en langage oral, cette pensée. Et l'idée aussi, c'est qu'il va essayer d'hiérarchiser, d'organiser sa pensée. Pas en grande section de maternelle, mais assez rapidement, on va lui demander d'organiser sa pensée pour que son écrit soit acceptable, soit argumenté, soit logique. Hiérarchiser ses idées, c'est aussi parfois, quand on est au collège ou au lycée, se dire « cette idée, je l'aime bien, mais le prof, il ne l'aime pas, donc je ne la mets pas ». Vous voyez, par exemple. Donc, après, quand tout ça est fait dans sa petite tête avec le langage et qu'on est prêt à cracher à l'écrit ce qu'on a élaboré dans sa tête, il faut coder l'écrit, il faut présenter sa copie, et ça c'est très spatial dans la page, et souvent les profs ils veulent des présentations de copies différentes. On doit réaliser l'écriture manuelle, bah oui, à un moment donné, il faut bien tracer les lettres, donc il ne faut pas être trop maladroit dans le traçage des lettres. Et si tout ça devient automatisé progressivement, il reste un petit peu d'énergie cognitive, d'attention, de concentration pour maîtriser l'orthographe du français qui, comme vous le savez, est loin d'être extrêmement transparente. Merci, l'orthographe du français. La lecture, on a vu, c'est au minimum voir avec les aires visuelles des groupes de lettres, des graphèmes, les faire correspondre au son, fonction linguistique, passer par le sens, passer par la mémoire de travail, quand c'est un mot long, rodo, dindron, ben quand vous lisez dindron, il faut quand même avoir dans sa tête rodo. Si vous pouvez garder dans votre tête que deux informations, ben quand vous êtes à dindron, vous avez oublié rodo. Donc vous voyez, la lecture convoque automatiquement plusieurs fonctions cognitives. Et les maths, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en fait, les maths convoquent toutes les fonctions cognitives. Donc, pour arriver à mener de front différentes sous-tâches, quand on est un apprenant en fin de cycle 2, en début de cycle 3, il faut avoir des fonctions cognitives qui soient à peu près efficaces, normalement efficaces, dans la moyenne de l'efficacité. Si une des fonctions qui est sollicitée n'est pas efficace, si elle est déficitaire, si quand on doit lire, écrire, orthographier, mettre en œuvre l'arithmétique élémentaire,
une des tâches qui est nécessaire, ça va être l'attention, ça va être les fonctions visuospatiales, ça va être les praxis, on s'en fiche. S'il y a une des fonctions qui est vraiment en très mauvais état, qui n'est pas efficace, qui n'est pas fonctionnelle, alors c'est un château de cartes. Tout s'effondre. L'énergie cognitive du sujet est alors consacrée à compenser le problème. Soit l'enfant écrit, soit l'enfant écoute. Soit l'enfant lit, soit il comprend. Ce qui est important, c'est le « ou ». Vous voyez, c'est le « ou ». En fait, la double tâche, c'est que chacune des tâches prises isolément est possible, mais les deux en même temps, ça ne va pas le faire. L'enfant peut lire des syllabes parce que c'est s'entraîner à lire des syllabes, il y a d'enjeux de compréhension derrière. L'enfant peut s'entraîner à écrire des lettres isolément ou des groupes de lettres ou des mots isolément parce qu'il n'y a pas d'enjeu d'apprentissage derrière. Mais quand on lui demande de comprendre une consigne, quand on lui demande de restituer son raisonnement à travers l'écrit, si la lecture ou si l'écriture est déficitaire, ça ne va pas le faire. Quand vous étiez petit, qu'un enseignant vous dictait un énoncé de problème et que vous n'aviez pas de problème pour l'écrire, en même temps que vous l'écriviez, vous commenciez à vous exécuter, vous commenciez à réfléchir, vous commenciez à raisonner, vous commenciez à résoudre le problème. Quand vous avez un problème pour écrire, si vous êtes illisible ou si vous êtes trop lent, vous démarrez 25 mètres ou 50 mètres derrière les autres parce que vous n'avez pas pu tout écrire ou vous ne pouvez pas vous relire et donc vous allez faire copie blanche. Vous voyez. Quand on démarre 25 mètres ou 50 mètres derrière les autres au tiercé, on part avec un handicap. Vous voyez, on retombe toujours sur nos pattes. Cette histoire de 10, cette histoire de troubles neurodéveloppementaux, c'est des situations de handicap. Donc, je vais vous montrer un petit film que je montre toujours. C'est Jamy qui va vous expliquer la double tâche. J'espère que vous entendez bien. L'idée, c'est de soulager l'enfant, de le libérer de certaines tâches qui accaparent son attention et l'empêchent d'aller plus loin. Pour comprendre, on va prendre un exemple. Un enfant qui recopie un énoncé inscrit au tableau n'utilise pas en principe toute sa concentration. Même s'il est très attentif, il a encore du potentiel. En effet, l'écriture pour lui est devenue un geste quasi automatique. C'est d'ailleurs ce qui lui permet de tendre l'oreille tout en continuant à écrire quand l'instituteur ou l'institutrice précise qu'il y a un piège dans l'énoncé. En fait, cet enfant peut accomplir ces deux tâches car l'une des deux est devenue quasi automatique. Prenons le cas d'un enfant dyspraxique maintenant. Chez lui, l'écriture n'a absolument rien d'automatique, au contraire même. Elle requiert toute son attention. Résultat, quand l'instituteur ou l'institutrice précise qu'il y a un piège dans l'énoncé, eh bien, il ne l'entend pas. Non pas parce qu'il n'est pas assez attentif, mais parce qu'il est trop concentré sur le tracé de ses lettres. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme si on vous demandait de chanter la Marseillaise et en même temps de faire une multiplication à 3 chiffres. Essayez, vous verrez, c'est impossible. Ces deux tâches réclament beaucoup trop d'attention. Pour faciliter la vie de ces enfants atteints de trouble 10, il faut justement éviter ces situations de double tâche. À un enfant chez qui le tracé des lettres ou l'orthographe nécessite trop d'attention, on va donner un ordinateur. Le clavier va faciliter la prise de notes. À un autre enfant chez qui les soustractions et les additions nécessitent là aussi trop d'attention, on va donner une calculette. Tous ces outils vont permettre à ces enfants qui ont une intelligence tout à fait normale de raisonner et de réfléchir afin de comprendre et apprendre. Donc, en fait, l'idée de ces situations de troubles neurodéveloppementaux, de situations de 10, c'est qu'il y a cette limitation d'activité qui entraîne une restriction de participation et que souvent, malgré les aides, cette situation perdure et place l'enfant en situation de double tâche. Mais il y a un deuxième niveau de réflexion à partager ensemble, c'est qu'au-delà de la double tâche, qui est quelque chose d'assez bien connu maintenant, il y a un autre niveau qui ne permet pas de bien se situer par rapport au niveau de difficulté de l'enfant et justement par rapport à cette situation de handicap. C'est le fait, comme on l'a dit, que les enfants progressent. Donc, très souvent utilisé avec Michel Mazot, ce petit schéma où on voit un élève qui ne sera pas dyslexique, par exemple, puis un élève qui va s'avérer un jour être dyslexique.
Quand c'est des bébés tout petits, on ne va pas parler de dyslexie. Et puis, rapidement, le niveau en lecture dévie, une déviance, et ne se fait plus, si vous voulez, développement normal de la lecture chez un enfant. Imaginons un enfant qui a les mains et qui a un niveau de lecture de début de CP. Ça veut dire que l'enfant, comme l'élève, est gravement dans la panade parce qu'il décode aucun mot. Et puis, cet enfant, avec le temps, progresse en scolarité, il se retrouve en classe de première et son niveau, grâce à la rééducation, grâce aux aides, a bien progressé. Vous voyez que l'enfant, il a considérablement progressé puisque son niveau est un petit peu au-dessus des élèves de CM1, hein, et son niveau, il est là. Donc, c'est un élève qui lit comme un CM2, si vous voulez. Au niveau de l'enfant, il est sauvé. Il peut lire TéléZ, peut-être pas au Télérama, mais il peut lire. Au niveau de l'élève, il est considérablement en grande difficulté, puisque en classe de première, on va lui demander de lire La nausée de Sartre ou L'étranger de Camus, et qu'avec un niveau de CM2, il ne peut pas lire les grandes œuvres littéraires françaises qui sont au programme du baccalauréat. Et puis surtout, si on compte, quand il est en CM1, s'il a un niveau de CP, il a 3 ans de retard. Quand il est en première, s'il a un niveau de CM2, il a 6 ans de retard. C'est-à-dire que le décalage par rapport aux autres s'est aggravé. Alors, ce n'est pas une constante. Tous les élèves 10 ne sont pas dans cette situation-là, mais très souvent, quand les élèves sont dans cette situation, ce n'est pas suffisamment pris en compte. Il y avait un enseignant, lors d'une formation, m'avait dit « Ah bah oui, le compte n'y est pas ». Il m'avait dit « Moi, je suis enseignant de français en classe de 5e, et malgré 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans d'orthophonie, j'ai des élèves dans ma classe qui n'ont pas le niveau de maîtrise de la langue suffisante pour aborder avec les petits camarades les romans qu'on étudie habituellement en classe de 5e. Il y a encore une restriction de participation. Donc, en fait, à ce moment-là, on va changer d'objectif sur la rééducation. On ne va pas chercher à guérir ces enfants, mais on va chercher à ce qu'ils soient le moins gênés par la 10, ce qui a été dit par plusieurs des intervenants auparavant, et j'en suis très heureux. Donc, on va arrêter de penser guérir, mais on va essayer aux enfants de permettre de continuer leur scolarité. On va essayer de distinguer ce qui est de l'ordre de l'autonomie et ce qui est de l'ordre de l'indépendance. Quand on sait nager, on est indépendant dans l'eau. Quand on est autonome, on sait qu'on ne sait pas nager, on demande ses brassards. Quand on est dyslexique et qu'on a besoin d'un secrétaire lecteur-scripteur, quand on a besoin d'un oralisateur de texte, quand on a besoin de dicter, on a vu tout à l'heure la dictée vocale, eh ben, on est dépendant d'une tierce personne, ça s'appelle un AVS, on est dépendant d'un outil, ça s'appelle un ordinateur, mais grâce à cette personne, grâce à cet outil, on devient autonome, on est capable de participer comme les autres en classe parce qu'on a levé plus ou moins la limitation d'activité. Alors, je vous donne cet exemple parce que je l'aime bien. C'est une petite fille qui a maintenant 18 ans, que je connais vraiment bien. Vous voyez, elle a une dyspraxie visospatiale, elle est en moyenne section de maternelle, elle a une grosse dyspraxie, des gros troubles neurovisuels. Et ça, cette petite figure, qui est la mienne, c'est la figure de Pouet, celle-ci, eh bien, elle a de grandes difficultés pour la copier. Avec 20 séances d'orthopsie, 4 mois après, ça va mieux, mais le compte n'y est quand même pas. 1 an après, 4 ans après, allez, 8 ans après, vous voyez, ça commence à être pas plus mal, mais la zone des obliques, là, ça commence, c'est quand même pas terrible. Et pour des raisons, j'ai vraiment besoin de la voir parce qu'on veut lui supprimer son AVS et il faut qu'il y ait un bon certificat médical pour qu'elle le garde. D'ailleurs, elle l'a gardé, tant mieux. Je lui propose la figure classique qui s'appelle la figure de Rey. Et vous voyez que au bout de 40 secondes, au bout d'1 minute 30, je suis obligé d'arrêter parce qu'elle va péter les plombs. Elle n'en fait pas grand-chose hein, de cette figure complexe. Alors, vous voyez, les progrès, c'est ça. Hein. Je vais vous la faire comme ça, vous allez bien comprendre. Vers 5 ans, elle est autant dans la merde avec une figure modérément complexe qu'elle est dans la merde à 15 ans avec une figure qui est plus complexe. Sauf que n'importe quelle gamine ou garçon de 15 ans à qui vous proposez de copier cette figure, s'il n'y a pas de trouble, c'est parfait et en très peu de temps. Si vous voulez. Donc, vous voyez qu'il est indéniable que cet enfant a progressé, mais par rapport à une tâche qui correspond plus à son âge, elle est toujours autant en difficulté. C'est ça qu'il faut bien maîtriser pour avoir un regard
je ne sais pas s'il est critique ou s'il est inquisiteur, mais se poser des questions par rapport à la rééducation. Et donc ça, c'est la diapo qui tue. Soit l'outil déficitaire, il va s'appeler lecture, calcul, attention, mémoire, tout ce que vous voulez, praxis, visuospatial. Entraîner en classe, explicitement ou implicitement. Rééduquer avec les professionnels, et très souvent très bien rééduquer avec les professionnels, qui est évidemment sollicité en classe. Soit cet outil, il est devenu rentable, à peu près, on ne demande pas à ce que le compte y soit, mais que le compte y soit presque, soit il ne l'est pas. Le compte n'y est toujours pas. Et à ce moment-là, si le compte n'y est pas, il faut se poser des questions. Donc, en gros, l'élève français en classe, il utilise les outils de monsieur et madame tout le monde, la lecture, le calcul, poser les opérations, machin. Soit on va lui proposer d'autres outils. Mais ces outils, il faut qu'ils soient efficaces, utiles, rentables, automatisés et qu'ils puissent limiter ou annuler carrément la situation de handicap. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des outils qui aient été validés, qui aient été entraînés et qui fassent vraiment la différence. Ça doit être le jour et la nuit. Donc là se pose la question de besoins particuliers pour cet élève, mais se pose aussi la question d'une posture inclusive de l'éducation nationale qui serait d'avoir intégré ce type de questionnement, ce type d'enjeu, et donc de s'engager à mettre le plus grand nombre d'enfants, le moins en difficulté possible, en utilisant des outils modernes, en autorisant des outils modernes, parce que ça deviendrait la règle, si vous voulez. On peut rêver. Donc, moi, je dis que les enseignants, par rapport à cette situation d'enfants rééduqués, doivent interpeller les professionnels, les ergots, les psychomotes, les orthophonistes, les orthoptistes, les psychologues. Où en est-il après X années de prise en charge, de rééducation, de remédiation? Il en est où? Quelle est la rentabilité, l'utilité, la fonctionnalité de ce qui a été mis en place? C'est-à-dire que, encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en cause les progrès, il s'agit de dire, mais les progrès, ils l'ont emmené où? Les progrès caractérisent quelqu'un par rapport à lui-même dans un domaine particulier. Ça peut être faire la vaisselle à la main, si vous voulez. La fonctionnalité des progrès, c'est quelle est la performance de l'enfant par rapport à ce qui va lui être demandé, par rapport à ce qui est légitimement attendu par un enseignant dans tel ou tel niveau de classe. Ce n'est pas du même domaine. Donc, il faut arrêter de ne parler que des progrès, il faut mesurer le résultat des rééducations. Et si le résultat n'est pas là, il faut penser à la compensation, comme ça a été très bien dit précédemment par la dame qui a parlé des outils. Donc, comprendre les enjeux, c'est de savoir que les 10, ils s'expriment à l'école. Donc, il y a des symptômes scolaires. Ça lit mal, ça calcule mal, ça ne parle pas, etc. Si le symptôme est grave et persistant, on aide. On aide. C'est la constatation d'une situation de handicap, on doit y répondre. Ça n'a rien à voir avec un diagnostic. Rien à voir avec un diagnostic. Que je sois paraplégique, que j'ai une poussée de sclérose en plaques, que j'ai un Parkinson évolué ou que j'ai une double fracture de jambe, j'ai un handicap de la déambulation et j'ai besoin d'un fauteuil pour une durée définitive, temporaire ou indéterminée. C'est comme ça. Mais pour pouvoir répondre efficacement aux troubles scolaires, il y a la nécessité d'un diagnostic parce que le diagnostic il va permettre d'aider de manière plus efficace. Par exemple, si je confonds les sons, on va éventuellement mettre à ma disposition, grâce à l'orthophoniste, relayé par l'enseignant, une méthode phonogestuelle qui va permettre de désambiguïser les sons. Si je confonds les lettres, peut-être qu'une méthode d'apprentissage de la lecture comme la méthode des alphas va me permettre de mieux repérer les différentes lettres et donc à ce moment-là de mieux pouvoir associer les sons. Vous voyez que si la dyslexie elle est liée au son, on a une méthode adaptée à ce trouble-là. Si on a une dyslexie qui est liée à la reconnaissance visuelle des lettres, on peut avoir une méthode qui n'a rien à voir. Donc, les enjeux, c'est se poser les bonnes questions au bon moment. Là, ça serait bien qu'il y ait des S partout ou pas de S, mais j'ai eu moins 46 en dictée, donc je suis assez bon en faute d'orthographe, en erreur orthographique. À quoi sert, quelle est la finalité de tel outil indispensable en classe? À quoi ça sert de lire? Cet outil est-il rentable, fonctionnel, utile?
qu'est-ce qu'il en est de l'efficacité de la lecture de cet enfant. Si on se pose ces deux questions pour chacun des troubles, on arrête de s'éparpiller. Et donc, ça va permettre de penser un canevas pour tous les 10. Alors, ce canevas, toc toc, voilà. On va revenir au DSM. Imaginons qu'il y ait des troubles très sévères. Quels qu'ils soient, ça va imposer une compensation. Des tierces personnes ou des solutions numériques, pour un certain nombre de cas, vont permettre de lever l'obstacle, de diminuer l'obstacle, de diminuer la restriction de participation, de lever la restriction de participation. Si le trouble est moins sévère, vraiment moins sévère, on va aménager. On a entendu tout à l'heure quelques exemples d'aménagement par rapport à la lecture. Mais on va être prudent. On va surveiller l'évolution. Qu'est-ce qui va en être de la lecture de cet enfant quand il y aura plus à lire, quand ça sera plus technique, quand ça sera plus littéraire? Ou alors, est-ce que cet enfant ne va pas avoir au collège un surcroît de motivation parce que ça devient plus intéressant? Ça, c'est des éléments pour lesquels on n'a aucun élément de pronostic. On ne sait pas si un enfant va être submergé par la quantité ou si un enfant va être motivé par l'intérêt des classes supérieures. Et donc, entre les deux, on va donc dire entre l'aménagement et la compensation, quand on est dans des formes que le DSM dit intermédiaires, ben, en fonction de l'évolution de l'enfant, on va plutôt continuer des aménagements. Ça a été dit aussi, les aménagements, c'est aussi valable qu'un temps. On ne peut pas coloriser les syllabes quand on lit l'étranger, hein. Mais on peut aussi éventuellement, en fonction de l'évolution de l'enfant, plutôt recourir à la compensation. Donc, on va expliciter ça avec les différentes situations dans quelques diapositives. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enjeu de la rééducation, des aménagements et l'enjeu de la compensation, ce n'est pas le même. Quand on rééduque, quand on fait de la rémédiation, c'est la même étymologie, c'est diminuer un déficit. Ça impose un changement cognitif, c'est-à-dire que si un enfant il a une mémoire de travail de 2 éléments, s'il peut travailler sur 2 éléments en temps réel, souvenez-vous, rhododendron, en calcul mental, ça ferait 13 plus 3 moins 7. Je ne peux pas y arriver puisque je peux travailler sur 2 éléments. Donc, je peux faire 13 plus 3, 16, moins 7, 9. Vous voyez, voilà. Ça, c'est l'idée qu'il va pouvoir travailler un jour sur 3 éléments. Diminuer, contourner, ça vise à diminuer le handicap. C'est-à-dire qu'on va s'imposer d'aménager. C'est donc l'entourage qui change de point de vue sur l'enfant. Au lieu de lui donner 13 plus 3 moins 7, je vais lui donner d'abord 13 plus 3, puis quand il aura le résultat, je lui donnerai moins 7, et là, je sais qu'il peut le faire. On va voir ça. Donc, qu'on se comprenne bien. L'enfant en situation de 10, la plupart du temps, souvent, il a un 10 isolé, un trouble spécifique. S'il raisonne bien, s'il n'a pas d'autres troubles, si l'entourage est favorable, on est plutôt dans une bonne situation. S'il y a d'autres troubles qui viennent s'associer, par exemple à la dyslexie, si c'est un trouble du raisonnement, si c'est un trouble de l'attention, si c'est un trouble de l'organisation, j'ai mis la mémoire, un trouble de l'autisme, à ce moment-là, la situation elle est plus compliquée et le pronostic, il est a priori plus réservé. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, que c'est à chaque fois, mais quand même, quand il y a des troubles en plus, c'est plutôt moins bien barré et il faut en tenir compte. Ce n'est pas très grave de dire est-ce qu'un enfant déficient intellectuel léger peut être dyslexique? C'est une question sans intérêt. Bien sûr qu'il peut avoir un trouble en lecture, mais si on ne tient pas compte de sa déficience intellectuelle dans le projet de cet enfant, alors là, on fait une faute grave. En revanche, si l'enfant il a un haut potentiel intellectuel, s'il n'a pas de raison d'aller mal, pour diverses et variées, la grande majorité des enfants à haut potentiel intellectuel vont très bien, il a donc d'excellentes capacités de raisonnement et le pronostic est a priori amélioré. Comment ça se passe quand on est dyslexique et qu'on est dans les grandes classes? On peut conserver des difficultés à lire, des difficultés à identifier les mots longs, les mots nouveaux, les mots compliqués. Mais ce qu'on sait faire, c'est repérer les mots importants, faire des liens, faire des inférences pour comprendre. Évidemment qu'un enfant à haut potentiel, un enfant qui a 130 de QI, il a beaucoup plus de capacité
à faire des liens conceptuels entre les mots importants que l'enfant qui a malheureusement un niveau intellectuel de 85, de 80 ou de 75. Pour lui, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, quand des choses s'ajoutent au 10, en général, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais quand c'est un haut potentiel, quand c'est des bonnes capacités raisonnementales, ça devrait, la plupart du temps, être une bonne nouvelle. Donc, on arrive aux différentes situations de 10. Il faut donc s'entendre sur les fondamentaux. Il faut arrêter de s'éperpiller. Il faut être d'accord que la lecture, ça sert à comprendre un énoncé et que la production d'écrit, ça sert à transmettre ses compétences. Et donc, la question, parce que c'est la même en fait, quel est le niveau fonctionnel de la lecture? Quel est le niveau fonctionnel de l'écriture? Si ce niveau de lecture, si ce niveau de production d'écrit est très insuffisant par rapport au niveau de classe, on va lire à la place de l'élève, on va écrire à la place de l'élève, quel que soit le résultat de la rééducation orthophonique. On considère que la limitation en lecture, la limitation en production d'écrit est tellement importante que la restriction de participation en classe, elle est totale, elle est quasiment toujours là. Donc, il faut pallier le trouble. On va compenser grâce à une tierce personne ou une solution numérique. Si c'est une forme moins sévère, on peut peut-être aménager, sauf que ce n'est pas si simple que ça. Alors, tout à l'heure, on a entendu parler de police. Il faut arrêter avec les polices. Les polices de caractère ne vont jamais soigner une dyslexie. Ce qu'il faut surtout, c'est éviter les polices très pénalisantes. On ne va pas faire lire les enfants avec une police gothique. Mais la police aide. Mais ce qu'on sait, ce qui aide, c'est écarter les lettres dans le mot, écarter les mots, écarter l'interligne entre les lignes. On pourrait évidemment, par exemple, penser qu'en CP, grâce au tableau blanc interactif, on peut faire apparaître les mots les uns après les autres si l'enfant a des troubles visuels, ou on peut faire apparaître en CE1 les lignes les unes après les autres. Il y a plein de façons, si vous voulez, d'aider les petits apprenants qui ont des troubles. Mais à un moment donné, ces béquilles doivent s'arrêter. On ne va pas travailler l'étranger de Camus en classe de première en faisant apparaître les lignes de l'étranger une par une au tableau blanc interactif. Et puis, entre les deux, ça va être en fonction de l'évolution qu'on va plutôt aller vers des aménagements qui sont là un temps, qui sont des béquilles tout à fait intéressantes, mais qui doivent progressivement être arrêtés, parce que l'élève, il va trouver l'étranger de Camus en Time New Roman, corps de police 12, et puis c'est comme ça, ou vers la compensation. Alors, on retrouve, c'est la même idée du schéma de tout à l'heure, soit avec la rééducation, l'écart à la norme s'est amenuisé. Dans ce cas-là, on va pouvoir peut-être même arrêter les adaptations relativement rapidement, l'élève est sauvé, soit l'écart à la norme s'est aggravé, plus il y a à lire, plus c'est compliqué, plus c'est technique, plus c'est littéraire, moins c'est facile pour lui, et à ce moment-là, on va plutôt recourir à une compensation, c'est-à-dire qu'on va trouver une personne ou un outil qui va lire à la place de l'élève. Alors, j'ai entendu parler des livres audio tout à l'heure. Évidemment, ça serait très intéressant. Je me souviens d'avoir fait une formation dans un grand groupe privé de la maternelle jusqu'au lycée. J'avais demandé quels étaient les livres du programme de français qui étaient au CDI en livre audio, mais il n'y en avait aucun. Vous voyez, c'est là que ça commence l'inclusion à l'éducation nationale. Le jour où on pensera à avoir en livre audio les 3/4 des livres qui sont au programme de la classe de première, on va aider réellement les dyslexiques. Sur Internet, on trouve L'étranger de Camus, lu par Albert Camus. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et Un cœur simple de Flaubert, lu par Lucchini, c'est de la discrimination positive. Voilà. Alors, voilà, Élodie va être contente. Ça, c'est un petit livre qui va sortir. Elles ont pris beaucoup de retard. Et je pense que ça va être un petit livre très bien par rapport au 10 et par rapport à la dyslexie. Tant qu'à en lire un, lisez celui-là. Alors, les dysgraphies, c'est la même chose. Soit l'élève, il est illisible, soit l'élève, il est à peu près lisible. S'il est à peu près lisible, on va être bienveillant et tolérant. C'est-à-dire qu'on va se dire, merde, je tombe sur la copie de Benjamin qui est un dyspraxique avec une très grosse dyspraxie, je vais m'arracher les yeux à le lire, mais c'est pas grave parce que Benjamin, il m'enchante. J'ai jamais eu un élève avec des idées aussi lumineuse. Donc, je vais faire un effort, je vais être bienveillant, je vais être tolérant. Je ne vais pas mettre 2 points en moins pour l'écriture parce que Benjamin, c'est le meilleur élève que j'ai jamais eu. Mais on va faire attention à la double tâche. On ne va pas avoir la même
je cherche mes mots. C'est pas la même chose au collège d'avoir à écrire 10 lignes ou d'avoir à faire une copie double. C'est ça, la double tâche, ça va arriver quand la quantité d'écrit va être très importante. Aussi, on va surveiller l'évolution en termes de quantité demandée à l'enfant. Donc, quand c'est lisible, on peut accepter un élève qui écrit mal, mais qui est relativement lisible. S'il est illisible, je me souviens d'élèves qui me disaient « mais moi je prends des notes en classe, mais je ne peux pas les relire le soir, à quoi ça sert de prendre des notes en classe qu'on ne peut pas relire le soir ?» À ce moment-là, il faut lui donner un support de cours. Ça peut être des photocopies, ça peut être des cours numériques, on peut écrire à la place de l'élève, on peut donner les clés sur une clé USB. Le mieux, dans mon expérience, ce qui marche, c'est d'envoyer par Internet les cours en numérique à l'élève. C'est la meilleure façon de ne pas les perdre. Donc, vous voyez, on a exactement le même canevas que l'on parle de dyslexie ou qu'on parle de dysgraphie. Le problème qu'on a avec ça, c'est qu'on a la petite orthophoniste du coin qui dit « Ah, mais monsieur Pouet, on ne va quand même pas renoncer à la lecture en CP ou en CE1 ». Ou l'ergothérapeute ou la psychomote qui dit « Ah, mais docteur Pouet, on ne va quand même pas renoncer à l'écriture en CP ou en CE1 ». Il faut d'abord qu'il fasse comme les autres, puis on verra après. Mais le problème n'est pas du tout là. Le problème, ce n'est pas qu'on renonce, on permet. On ne renonce pas, on permet. On permet à un enfant qui est intelligent, qui est scolaire, qui est motivé, qui est bien accompagné, de dépasser sa limitation d'activité lecture ou de dépasser sa limitation d'activité écriture manuelle. Donc, on n'est pas à renoncer, on est à faire ensemble un constat de restriction de participation, de situation de handicap qui impose de recourir à un outil qui n'est pas l'outil de monsieur et madame tout le monde, mais qui va permettre la poursuite de la scolarité. Et c'est là où ça coince. C'est là où ça coince à la fois chez les parents, à la fois chez les enseignants, à la fois chez les rééducateurs, parce qu'on a une énorme frilosité à accepter l'idée de faciliter la vie scolaire des enfants. Il faudrait que les enfants fassent comme qu'ils fassent tous pareil. Voilà. Et ça ne va pas. Vous voyez, la valise à roulettes ou la péridurale, eh ben, c'est quand même pas mal quand même. La question qu'on se pose, c'est pourquoi on n'a pas inventé la valise à roulettes plus tôt. Les gens, il y a 50 ans, ils portaient des valises très lourdes. Et puis les femmes, elles entendaient, il y a 30 ans, leur mère ou leur belle-mère dire ben, « j'ai accouché il y a 40 ans, j'ai accouché dans la douleur, tu accoucheras dans la douleur ». C'est exactement ça la problématique pour les 10. Le contournement chez les 10, c'est la péridurale, c'est la valise à roulettes. Pourquoi on devrait imposer aux enfants d'aujourd'hui d'avoir des valises ordinaires, et pourquoi on devrait imposer aux petites filles d'aujourd'hui d'accoucher dans la douleur? C'est vraiment le même problème. Et donc, c'est ce frein collectif et culturel qu'il faut à un moment dépasser en se disant mais les outils scolaires ne sont que des outils au service de la scolarité, ils doivent être automatisés. S'ils ne sont pas automatisés, ça empêche l'enfant de réussir, ça empêche l'enfant de progresser. Donc, il est de notre devoir d'adulte de lui proposer des outils qui vont lui permettre de réussir à la hauteur de ses capacités. Alors, je vous donne un petit exemple de pas d'automatisation, parce qu'à un moment donné, il faut voir quand même. Alors, je vous explique après. Adrien doit faire un A. Il a du mal. Non. Il fait un deuxième A, écoutez bien ce qu'il dit. Un A, tu fais un rond. Tu redescends comment? Un A, tu fais un rond, mais tu redescends comment? Vas-y, fais-toi, copie. Et ensuite, tu fais ça. Et il n'est pas content. C'est trop dur. Donc, il y a une inconstance de la production, il y a une conscience de l'échec. Cet enfant, je dis souvent quand je suis en formation, c'est quoi le problème? Alors là, ça part dans tous les sens. Le problème, c'est qu'il a 7 ans, que ça fait 4 ans qu'il bouffe du A tous les jours et que quand il a un A à faire, il dit un A c'est un rond avec quelque chose qui redescend, mais ça redescend comment? Ce que je traduis, moi, ça va où dans l'espace feuille? Comment voulez-vous penser qu'un jour son écriture soit automatisée? Au bout de 4 ans de l'apprentissage du A, il ne sait toujours pas comment ça tourne. Bon, je peux vous dire qu'Adrien, il a 20 ans et qu'il a déjà 14 ans qu'il utilise, 16 ans qu'il utilise un ordinateur. Voilà. Alors, on passe. Donc, pallier le handicap. Donc, moi, par rapport à la dame d'avant, j'ai enregistré comment ça se passe. Regardez, parce que Dragon Naturally Speaking, c'est pas mal, mais il y a beaucoup mieux maintenant. Vous vous connectez sur Internet, vous utilisez Google Docs,
Vous faites outils, il y a un petit micro qui apparaît, et quand vous appuyez sur le petit micro, ça va donner ça. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Pas mal quand même, hein. Donc, qu'est-ce qui empêche un enseignant d'autoriser à un enfant dyslexique qui va écrire du javanais, ou un enfant dyspraxique, donc dysgraphique, qui va écrire des choses qui sont illisibles? Qu'est-ce qui l'empêche d'autoriser cet enfant à ce que ce qu'il a dans sa tête, pour une fois, ça s'écrive et que ça s'écrive bien et qu'on ne l'embête plus avec ça? Alors, on dit aussi, l'ordinateur, il faut vraiment que les enfants soient grands, c'est pas avant le collège, etc. Donc là, je vais vous montrer Florian, qui a été filmé par l'émission Allô Docteur. Et Florian, il est en début de CE2. Voilà, c'est pas à 15 ans, c'est à 7 ans. La raquette. Florian ne voit pas les lignes, donc il ne peut pas écrire sur les lignes. Oui, c'est quand même pas Vous terrible. voyez que plus on avance, plus même les mots arrivent à se recouper. Donc là, entre le E et le L, on ne voit plus la différence. Donc on va faire l'ordinateur, parce que là, c'est quasi impossible l'écriture pour Florian. Le féminin. Donc la caméra va filmer son écran. Et doucement, regarde, féminin. Et donc vous allez voir qu'il oublie une lettre, il revient en arrière, il corrige. Entière. Aucun problème, il maîtrise l'ordinateur, il sait enregistrer un fichier, il sait nommer ses fichiers, il sait les retrouver. C'est un cadeau à l'ordinateur. En plus, par rapport aux autres, c'est vraiment un cadeau parce qu'il écrit et même les lettres elles sont cachées. Il est trop fort, Florian. Alors, je vais vous montrer un petit bout d'un petit film que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, c'est Notability, c'est un petit logiciel dans le monde d'Apple. Je vous fais écouter, vous allez voir. Écoutez bien la fin. Dans Notability, je peux organiser mon travail dans des matières et des dossiers. Je crée ma note, je l'ouvre et elle apparaît sur mon écran. Je peux maintenant choisir de me faire relire le texte à nouveau en sélectionnant le texte avec le doigt, comme je le fais à présent, et je choisis l'option qui apparaît dans la boîte noire, prononcer. Un texte français sera relu en français. Je peux maintenant insérer mes réponses dans le texte en créant avec la barre d'outils en haut de l'écran une boîte de texte dans laquelle je peux taper ou bien dicter ma réponse. Voilà. On crée une boîte de texte dans laquelle on peut taper ou dicter sa réponse. Pourquoi? Parce qu'un élève dyspraxique qui est dysgraphique, qui n'a pas de problème orthographique, il peut très bien utiliser le clavier. Bon, le problème avec le clavier, c'est qu'il va au maximum arriver à 30 mots minutes, ce qui est déjà pas mal. Mais un élève qui a une énorme dysorthographie, qui écrit du javanais, jamais il sera efficace en utilisant le clavier. Il est donc obligé de recourir à la dictée vocale. Et quand on dicte à son ordinateur, quand on est bien entraîné, on peut dicter à 120, 150 mots minutes, ce qui permet de dépoter bien plus vite d'ailleurs que les petits-enfants qui seront obligés de faire leur copie double parce qu'ils n'ont pas de 10. C'est quand même dommage de ne pas avoir de 10. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les outils, ils existent. Donc, encore une fois, ce qui vous a été présenté tout à l'heure, c'est hyper important de connaître les outils. Mais vraiment, c'est ce qui vient en dernier. C'est de quel outil cet enfant a besoin, c'est-à-dire qu'on a mesuré les enjeux, et puis, est-ce qu'on est d'accord pour utiliser cet outil? Est-ce que c'est un traitement de faveur que de permettre à cet enfant de dicter à l'ordinateur, hein? Est-ce que ça sera un traitement de faveur quand il va passer l'examen? J'ai entendu ce qui a été dit tout à l'heure. C'est absolument un scandale. Tout ce qui a été utilisé en classe l'année du bac et qui a été validé par les enseignants comme quelque chose d'utile, doit être obligatoirement utilisé pour les examens. Sinon, ça n'a aucun sens. Et comme ça a été très bien dit, les gens qui refusent ces outils n'ont rien compris du handicap, de la double tâche, de la démarche, des enjeux que j'essaye avec beaucoup d'énergie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, par rapport aux enfants dyspraxiques, qui sont les enfants dysgraphiques, voilà une petite référence de mon amie Claire, qui travaillait avec moi à Angoulême, qui a un très bon petit bouquin. Alors, on continue. Le langage oral. En fait, le problème du langage oral, c'est la maîtrise du langage élaboré. On est dans des formes, effectivement, qui sont plutôt sévères, c'est-à-dire qu'un enfant qui a un trouble du développement du langage oral, donc on disait en France dysphasie, il a souvent une dysphasie expressive. Mais
quand il a à traiter du langage élaboré, le langage de l'école, c'est parfois difficile de le comprendre. Ce n'est pas la même chose, biffer la réponse inexacte et raise ce qui est faux. C'est un exemple que j'ai entendu, ça. Et donc, on a cette impression que l'enfant qui a une dysphasie expressive n'a pas de trouble de la compréhension. En fait, il n'a pas de trouble de la compréhension avec le langage de la récréation, le langage de la maison, mais il peut avoir un trouble de la compréhension avec le langage de l'école, où il y a des homophones, où il y a des expressions idiomatiques, où il y a des métaphores, où il y a des proverbes, où il y a de la polysémie. Ça va être compliqué. Donc, il est nécessaire, et d'ailleurs tous les enseignants dans les classes spécialisées font ça sans même y penser, ils vont parler court, ils vont parler simple, ils vont parler plus clair, ils vont parler explicite, ils vont parler lentement, et ils vont parler avec des mains, avec la langue des signes, avec des signes. Ils vont éventuellement utiliser des images comme les pictogrammes. Et puis, si on a compris que le langage écrit, en particulier au niveau de la syntaxe, au niveau de l'ordre des mots, ça permet à l'enfant de visualiser le langage oral qui reste pour lui quelque chose de difficile, on a des moyens comme ça de renforcer l'acquisition et la progression en langage oral. Mais ça peut rester compliqué dans la maîtrise du langage élaboré. Donc, à partir du moment où on raisonne sur les enjeux, on va augmenter les moyens de compréhension et d'expression par des images, des signes, le langage écrit, mais si c'est insuffisant, il faut avoir un auxiliaire de vie scolaire, un AESH, qui est un petit peu le décodeur Canal+ des élèves. Moi, j'ai connu des élèves dysphasiques, intelligents, scolaires, motivés, avec de très bons niveaux de développement non verbal, qui ne comprenaient pas ce qui se jouait à l'oral en classe parce que ça allait trop vite et que c'était du langage élaboré de l'école. Donc, ils avaient besoin de quelqu'un qui leur traduise et dans la durée. J'ai mis là, parce que c'est important aussi, qu'il faut aussi arrêter d'accompagner des enfants dans des projets stupides. Un enfant qui a une dysphasie ne peut pas faire avocat, ne peut pas faire vendeur, ne peut pas faire un métier d'atchatch. Donc, il va plutôt exploiter ses compétences non verbales dans son cursus scolaire, voire, si l'école c'est trop compliqué, faire un métier manuel où il va être excellent, où il va gagner plein de sous. Je me souviens d'un dysphasique qui m'avait dit « Quand je serai grand, je vais restaurer des meubles anciens, les meubles ne me parleront pas, je n'aurai pas à leur répondre. » Mais il avait tout compris. Même chose, j'en ai marre des enfants dyspraxiques qui sont orientés en option manutention, dessin industriel, mécanique. C'est des métiers qui, a priori, sont quasiment inaccessibles pour eux. Donc, il faut aussi arrêter de faire n'importe quoi dans les projets de scolarisation et dans les projets d'orientation professionnelle. Donc là, vous avez aussi un très bon bouquin par rapport au langage oral. S'il y en a un à lire, c'est celui-là. Alors, dans le TDAH, en fait, les enjeux, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais ce qui revient tout le temps, explicitement ou implicitement, c'est la question du traitement. Et en fait, elle n'est pas stupide, cette question du traitement. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, dans les formes sévères, vous voyez, on a toujours le même canevas, sévère, intermédiaire, moins sévère. Dans les formes sévères, contrairement à ce qui est écrit dans les recommandations de la HAS, où on dit que le traitement doit être pensé, amené en dernière intention quand rien n'a fonctionné, quand on a un échec patent de tout ce qu'on a pu proposer d'autre, dans les formes extrêmement sévères, en fait, le traitement permet aux autres mesures d'être efficaces. C'est-à-dire que sans le traitement, c'est les enfants pour lesquels c'est très, très, très compliqué de démarrer ces autres mesures éducatives, thérapeutiques, d'accompagnement. Dans les formes moins sévères, le traitement n'est pas du tout obligatoire et on peut s'en passer. On aménage un cadre rassurant et structurant, ça c'est assez facile à écrire, c'est moins facile à mettre en œuvre, mais un certain nombre d'enfants qui présentent un TDAH, à partir du moment où ils sont bien compris et qu'on arrête de les considérer comme des intérêts chiants ou des chiants tout court, ils peuvent très bien progresser scolairement sans forcément recourir aux médicaments. Mais vous voyez que c'est l'enjeu, il est toujours là. Et pour avoir fait des centaines d'équipes de suivi de scolarisation, je me suis quand même rendu compte que pour ces enfants-là, à un moment donné ou à un autre, la question du traitement se pose toujours. Et donc, la façon d'y répondre, c'est effectivement dans les formes sévères. Si on n'introduit pas le médicament, la plupart du temps,
ce qu'on essaye de mettre en place, ça ne va pas le faire. Voilà. Un petit bouquin par rapport au TDAH, c'est le bouquin de Francine, ma copine de Montréal, qui est un super bouquin qui s'adresse aux parents, aux enseignants et aux enfants eux-mêmes. Juste un petit mot sur les mémoires. On a vu la mémoire de travail qui permet de traiter plus ou moins d'éléments en temps réel. C'est la mémoire vive de notre cerveau. Donc, ça va entraîner, quand c'est très, très faible, des difficultés en langage oral, la compréhension, si vous voulez, online, en temps réel du langage, en langage écrit, en calcul, pour tout ce qui est multitâche. Et on a vu que pour les apprenants, tout est multitâche, donc c'est compliqué. La mémoire à long terme, qui est aussi une fonction cognitive qui peut tomber en panne. Cette impression de construire sur du sable, ces enfants qui apprennent très, très péniblement. Et puis, les vacances passent là-dessus et ils ont tout oublié. Donc, il y a un échec scolaire inexpliqué, allant croissant chez un enfant qui est pourtant effectivement intelligent, scolaire, motivé, bien accompagné, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si c'est grave, on doit donner peu d'items à la fois. Vous vous souvenez tout à l'heure, calcul mental, 13 plus 3, ça fait 16, moins 7, ça fait 9. Fractionner les tâches, sauf qu'en situation scolaire, fractionner les tâches, il y a aussi des limites et que pour les enseignants, ça peut poser problème de tout fractionner. Pour la mémoire à long terme, comme les enseignants sont quand même assez friands de mémorisation, il faut s'entendre sur quelques données qu'on va demander à cet enfant de mémoriser cette année-là. On a mis uniquement l'indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à cet enfant de mémoriser comme les autres, puisque c'est son problème de mémoriser. Qu'est-ce qui est absolument indispensable de votre point de vue cette année? Ça, on va essayer de le faire. Le mieux, c'est de donner les supports. Il faut savoir que dans l'enseignement freiné, les enfants, ils ont droit au support, donc ce n'est pas non plus une aberration. Et puis le mieux, c'est parfois de pallier le problème, c'est-à-dire qu'un enfant qui sait trier les données, qui sait qu'il faut faire une multiplication, qui a une idée du résultat approché, si à cause de la non-mémorisation des tables, il n'est pas capable d'avoir le résultat exact, on va lui donner une calculette en primaire. De toute façon, la calculette, il l'aura au collège, donc c'est juste quelques années avant. Bien s'entendre sur le fait que quand on a des formes très sévères de déficit de la mémoire de travail et de déficit de la mémoire à long terme, dans les deux types de mémoire, quand c'est très sévère, c'est un échec scolaire assuré et absolument irrécupérable. Donc, c'est un problème dont il faut avoir conscience en termes de pronostic. Voici un autre petit bouquin par rapport à la mémoire qui est de 2020. Merci Covid aussi, celui-là. Voilà. Donc, je voudrais juste conclure, et je serai à l'heure, sur cette histoire de partager des informations. Il n'y a pas de secret professionnel. J'ai entendu et j'étais absolument content d'entendre parler de mode d'emploi. Une orthophoniste ne peut pas ne pas transmettre ses bilans, un psychologue non plus. Il ne s'agit pas de transmettre des chiffres. Les chiffres, ça c'est pour le collègue qui plus tard va comparer aux résultats d'avant. C'est dans la conclusion. La conclusion doit faire le lien entre ce que l'enseignant constate en classe, entre ce que nous, on a trouvé dans nos bilans, pour qu'il y ait une compréhension commune de cet enfant et que donc, on puisse avancer ensemble. Si dans la liste de préconisations, il y a lire à la place de l'élève, l'enseignant ne le voit pas si c'est noyé au milieu de 40 autres préconisations, au milieu de 40 tirets. S'il y a utilisé comique 12 ou 14 et au tiré 13 et lire à la place de l'élève au tiré 14, il y en a quand même un qui est plus important que l'autre. On s'en fout que ce soit comique. On lit à la place de l'élève. Mais si on a travaillé ensemble, si on s'est mis d'accord que la compréhension de ce que l'élève lit tout seul est très déficitaire, alors que la compréhension de la même consigne, du même écrit, lorsqu'elle est lue par un tiers, est absolument parfaite, alors on a partagé cette restriction de participation. L'enseignant qui a réfléchi à cette situation-là avec un professionnel ne va pas lire ça comme une injonction, mais comme une conséquence logique de ce qu'on a travaillé ensemble. Donc, il n'y a pas de secret médical ou de secret professionnel. Les enjeux, c'est quelle est la restriction de participation? Ce qu'on pourrait traduire en langage courant, qu'est-ce qui gêne le plus l'élève? Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est difficile pour des parents, des enseignants en 2021 de me répondre quand je leur pose cette question. Il a dit ce machin, dit ce truc, on se perd dans des choses plus possibles. Qu'est-ce qui gêne le plus? C'est lire, c'est écrire, c'est être attentif, c'est mémoriser?
ce n'est plus vu parce que c'est noyé dans un éparpillement totalement délétère. Quels sont ces points forts? Parce que malheureusement, c'est sur les points forts qu'on va pouvoir bâtir un projet scolaire et un projet professionnel. Il a des troubles de langage, peut-être qu'il serait aussi bien à faire un travail manuel. Il a des troubles de la gestuelle, peut-être qu'il serait aussi bien à faire un travail de la chat, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il a un très bon niveau intellectuel ou il a un niveau intellectuel normal faible. La problématique est complètement différente. Est-ce qu'il y a d'autres troubles, d'autres points faibles? N'importe qui peut constater le handicap en lecture, le handicap dyslexie. Mais si la mémoire de travail est tout à fait déficitaire, bien sûr qu'il est toujours dyslexique, mais ça devient epsilon par rapport au fait que sa mémoire de travail très déficitaire va le pénaliser dans toutes les matières et va entraîner un échec scolaire. C'est une fois qu'on a réfléchi à tout ça, qu'est-ce qui le gêne, qu'est-ce qu'il a à sa disposition et qu'est-ce qui plombe sa scolarité, qu'on va prioriser, on peut aller ensemble à l'essentiel. Les informations à partager, c'est ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, et ce qui va faire la faisabilité du projet, c'est effectivement le contexte, la qualité de l'enseignant, la façon dont les parents l'éduquent, la vulnérabilité psychosociale, certains quartiers. On sait bien, même si ce n'est pas 100%, que le contexte, il est extrêmement compliqué. Mais qu'on le change, ça fait 40 ans depuis Bourdieu qu'on lit que l'école, non seulement elle conforte les inégalités, mais qu'elle les aggrave. Faisons quelque chose. On le dit, mais on en fait quoi? Alors, il ne s'agit pas que vous pensiez que seule l'évaluation neuropsychologique, les forces et les faiblesses vont permettre d'avoir un projet qui va permettre à l'enfant de réussir sa scolarité. Bien sûr que le contexte est hyper important. Mais le problème du contexte, le problème de l'anamnèse, comme disent les professionnels, c'est que quand on est dans un contexte qui est plutôt délétère, eh ben, on a un risque non négligeable de ne pas faire les évaluations qu'il faut. Or, à un moment donné, par rapport à un enfant dyslexique, il est incontournable en 2021 de se dire quelle est la fonctionnalité, quelle est la performance des outils du cerveau qui permettent de lire. Si les outils du cerveau qui permettent de lire sont très déficitaires, ça ne va pas le faire. En revanche, si le contexte tient la route ou si le contexte ne tient pas la route, la faisabilité du projet, ça ne va pas être la même. Je suis d'accord avec cela. Si on n'a pas d'information, ben, on attend, on ne fait pas de différence, on n'agit que lorsque l'élève est en échec scolaire et c'est très fréquent. Si on a une information partagée qui pourrait être précoce, parce que les troubles neurodéveloppementaux peuvent se diagnostiquer précocement, alors on va penser prévention, on va penser prospective, on va penser parcours de scolarisation anticipé. Dans mon expérience, moi j'ai vu 2/3 des élèves que j'ai vus, c'était des collégiens, donc c'est ridicule. Et puis, on attend quand même assez souvent que l'enfant soit en échec scolaire avant de se poser ces bonnes questions. L'objectif des accompagnements, c'est d'amener l'enfant aussi loin que ses capacités lui permettraient d'aller s'il n'était pas 10. Ça aussi, je l'ai entendu, merci de l'avoir dit. On ne pourra jamais faire progresser un élève 10, amener un élève 10 à un niveau supérieur à celui qu'il aurait pu atteindre s'il n'était pas 10. Hein, c'est une lapalissade. Et ça, attention, certains parents d'associations très militants, ce n'est pas parce que la MDPH donne un certificat que l'élève est 10 qu'on doit, nous, forcément le faire réussir, qu'on soit soignant, qu'on soit rééducateur, qu'on soit enseignant. Si l'élève a intrinsèquement des capacités, en particulier des capacités de raisonnement qui sont faibles, la scolarité, ça va être ce que ça pourra être, mais on ne peut pas faire réussir un enfant au-delà de ses capacités. La question, c'est les adaptations généralistes. J'ai entendu parler des mesures de droit commun de la MDPH. Quand les adaptations sont généralistes, eh ben les gens ils ont juste besoin d'informations et de formation sur les 10. Et ils pourraient aider 80% des élèves que j'ai vus. De temps en temps, il y a vraiment besoin d'adaptations individuelles, mais qui sont non secrètes et qui sont partageables. Et évidemment qu'on n'est plus dans des mesures de droit commun. Ça peut se régler par un PAP, hein, qui est un constat à l'amiable. Ça peut parfois passer par un PPS, surtout s'il y a un auxiliaire de vie scolaire. Mais là, il s'agit d'un projet individualisé, personnel, mais qui est partageable. Alors, tout à l'heure, on vous a montré ça. Donc, madame, il y a un petit bout en plus maintenant.
qu'on a mis dans la 3e édition de neuropsychologie et troubles des apprentissages avec Michel Mazot. Elle vous a parlé de l'égalité et de l'équité. L'équité, ce qui est important, c'est que celui qui a besoin de rien n'a rien et que c'est juste. Vous voyez, hein, quand on a besoin de rien, on n'a rien. Celui qui a besoin de beaucoup d'aide, il a beaucoup d'aide. L'inclusion, en fait, c'est l'idée comment l'éducation nationale pourrait baisser la barrière, voire supprimer les barrières. C'est ce que j'appelle une posture inclusive. Aider le plus grand nombre d'élèves à être le moins en difficulté possible. L'inclusion au niveau de l'éducation nationale, j'ai un peu l'impression que maintenant, c'est il est en CP, il n'apprend pas, il est malheureux, il va en Ulysse, mais il est inclus 80% du temps. Là, je pense qu'il y a une légère erreur, mais il faudra m'expliquer. Moi, l'inclusion, je l'ai présentée comme ça dans mon petit bouquin. Là, vous avez les fonctions cognitives, puis là, vous avez des principes inclusifs. Il y a un lien direct. La mémoire à long terme, mettre à disposition des supports. La maîtrise du langage élaboré, utiliser un langage adapté à la compréhension de l'enfant. Les troubles TDAH, fonctionnels, fonctions exécutives, mémoire de travail, accompagner l'élève dans la mise en œuvre de son raisonnement. Les informations, améliorer l'extraction des infos. Les fonctions pratiques, écrire, favoriser la modalité la plus performante. L'enfant dyspraxique qui apprend sa liste de mots, qui doit les écrire le lendemain, c'est illisible. Si on lui demande d'épeler les mots, il épelle les mots. Une épreuve, une tâche scolaire d'apprentissage de liste de mots, ce n'est pas une épreuve de dessin des lettres, c'est une épreuve qui vise à mesurer la rétention du lexique orthographique. Si on ne peut pas montrer qu'on sait les mots en l'écrivant, on peut montrer qu'on sait les mots quand on les épelle. Donc, ce que je veux dire, ce qui est écrit là, vous pourrez vous y référer, et puis c'est dans nos derniers bouquins, Michel Cerisier, c'est que un certain nombre de situations sont tout à fait gérables par les enseignants. Tous les enseignants peuvent oraliser les consignes écrites. Tous les enseignants peuvent donner à l'écrit les informations orales qui sont importantes en classe. Tous les enseignants pourraient valoriser les postes informatiques. Tous les enseignants pourraient veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'informations sur la même page. Tous les enseignants pourraient donner le menu du jour, le menu du cours pour que les élèves ne soient pas paumés. On pourrait bannir la notion de piège dans les évaluations. C'est tout un tas de situations qui visent, encore une fois, à mettre le plus grand nombre d'enfants le moins en difficulté possible, qui appartiennent aux enseignants et qui peuvent être mises en place parce que les enseignants sont tout à fait capables de mesurer une situation de handicap, de mesurer une restriction de participation. Ils ont besoin de personne, ni de médecins, ni de psychologues, ni de rééducateurs. Tous les enseignants sont capables de voir si un enfant peut sauter une classe ou s'il doit être maintenu. Ce n'est pas la peine de remuer la MDPH, le rectorat et des bilans psychologiques pour ça. On a complexifié les choses, on a médicalisé les choses parce qu'on a trop mis l'accent sur le diagnostic. Revenons à ces situations de handicap qui aujourd'hui, avec les moyens informatiques modernes, avec la mise à disposition d'auxiliaires de vie scolaire, qui sont très importantes pour beaucoup d'élèves 10, eh bien, on peut favoriser la scolarité de ces enfants. Dernière petite question, et j'arrêterai là. Il y a plein d'enseignants qui me disent « Ah là 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 là, monsieur Pouet, nous on est d'accord avec les aides, mais c'est l'enfant qui ne veut pas. » Un enfant utilisera ces aides si et seulement si elles sont valorisées en classe aux yeux des camarades. C'est-à-dire que non seulement les enseignants, vous êtes capables de mesurer les situations de handicap, vous êtes capables d'y répondre, mais c'est vous et vous seul qui pouvez mettre l'enfant qui doit utiliser un ordinateur dans une situation où les autres vont arrêter de le regarder comme le chouchou de la maîtresse ou celui qui a un traitement de faveur. En début d'année, faites écrire tous les élèves le nom, le prénom, la date de la main gauche quand ils sont droitiers. Ils verront à quel point c'est difficile. Et si vous expliquez que Léo, il a un ordinateur, parce que lui, quand il écrit, c'est comme ça, ben, tous les copains, ils seront très, très contents que Léo ait un ordinateur parce qu'ils auront compris. Donc, vraiment, la marge de manœuvre des enseignants, elle est extrêmement importante. Et comme on le disait tout à l'heure, ces structures d'aide qui sont encombrées par des demandes, comme on disait, j'ai cru comprendre que tout enfant en difficulté était référé à une structure experte. Eh bien, ce n'est pas normal.
Donc, je ne pense pas du tout être utopique, parce que quand je fais ce type de formation, alors, avec un petit peu plus de temps quand même, sur 1, 2 ou 3 jours, avec des enseignants, ce n'est pas quelque chose qu'ils considèrent comme révolutionnaire. Je veux dire, lire une consigne écrite à toute la classe une fois que les enfants ont essayé de le lire pendant 5 minutes, il n'y a rien de révolutionnaire et il n'y a aucun inspecteur de circonscription qui va vous empêcher de le faire. Donc, vous avez une marge de manœuvre pour aider les enfants. Donc, ne faites plus comme cette dame que j'ai entendue il y a 3 ans dire moi, je sais ce qu'il faut pour aider cet enfant, mais si je n'ai pas de diagnostic, je ne fais rien. On aide par rapport à une situation de handicap, pas par rapport à des diagnostics. Je vous remercie de votre attention. Pour les professionnels, je vous signale une 3e édition de neuropsychologie et troubles des apprentissages chez l'enfant qui va sortir en juin. On a envoyé la dernière relecture à l'éditeur cette semaine avec une 22 films qui vont accompagner les parents et surtout pour les enseignants. Le petit livre que j'ai fait avec Michel Cerisier reprend en gros l'intégralité de la démarche que j'ai voir avec vous aujourd'hui, accompagné du petit livre là, sur Ensemble allant à l'essentiel. Alors pour les enseignants, ça se lit en 1 heure et il y a plein de schémas. Donc voilà, c'est pas long. Donc je vous remercie de votre attention et puis merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Pouet, pour cette excellente présentation.